my love with the rise. Women do the ease. Like a man on a Sunday drive. Sniffing the tears, sniffing the tears. If you don't love me now, sniffing the tears, sniffing the tears. Like a man on a Sunday non. drive. Alors, bonjour. Voilà, c'est pas bonjour à tous et merci d'être là. Et je crois qu'il y a des gens qui vont arriver pendant. J'espère qu'il n'y en a pas trop qui vont repartir, mais allez-y. L'idée, c'est que voilà, c'est le jeu du salon. C'est un endroit où on s'arrête et où on passe éventuellement. J'espère que voilà, on va nous rejoindre pour cet entretien avec Marie-Aude Murail. Salut. Bonjour tout le monde. On a dit qu'on se tutoyait. C'est vrai qu'on s'est déjà rencontrés, Marie-Aude, pour Oui. France Culture, où on avait Une fait masterclass qu'on a une fait belle ensemble. masterclass ensemble qui m'avait enchantée et qui, je crois, avait enchanté le public. Alors, Marie-Aude Murail, je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à la connaître. C'est une autrice, allez, on peut dire, de référence dans le monde de la littérature littérature jeunesse qui va au-delà de la jeunesse, je pense. Une plume drôle, sensible, avec un art de la série et des personnages que personnellement j'apprécie tout particulièrement, et les jeunes lecteurs qui m'entourent aussi. Je parle vraiment en connaissance de cause. On peut peut-être commencer, Marie-Aude, par dire au public que tu viens d'avoir un prix très très prestigieux, le prix Andersen, prix 2022. C'est le plus grand prix mondial de la littérature jeunesse. Il y a aussi des illustrateurs et illustratrices qui sont récompensés. Ça fait du bien, les honneurs. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un si grand prix, si prestigieux? Voilà, déjà je vais dire que je le partage avec une illustratrice, donc qui est la coréenne Suzy Lee. Eh bien, c'est un couronnement, puisqu'en fait, tout à l'heure, je vais faire la dédicace à Son Altesse Royale du Danemark. Mais oui, Donc c'était là, ma question aussi. ça fait plusieurs jours que je cale devant l'idée de d'écrire tout ça à Son Altesse Royale Margrethe II du Danemark. Voilà, puisque c'est en principe elle qui est la marraine et qui autrefois, je pense, remettait la médaille. Mais là, comme il va falloir que j'aille la chercher en Malaisie, je pense qu'elle va rester au Danemark, Son Altesse Royale. Donc voilà. Alors un petit mot sur ce que c'est que IBI. Voilà. On peut peut-être en parler, oui. Voilà, International Board on Books for Young People. C'est un organisme qui soutient la lecture et la littérature à travers le monde entier. Il y a plus de 80 pays dans lesquels il y a une section IBI. Il y en a 33, je crois, en Europe. Tous les 2 ans, ils remettent un prix. Voilà, donc ils se réunissent en grand secret, c'était en janvier-février, il n'y a rien qui filtre, le jury est vraiment motus, bouche cousue. Et le prix est annoncé à la foire de Bologne. Donc là, il y a quelques semaines, ça a été annoncé. Au bout de 58 minutes de suspense, voilà. And the winner is... Alors, ce que je peux vous dire, c'est que je suis d'autant plus contente qu'on me l'a refusé 2 fois. Donc... Ça, je ne savais pas. Voilà, c'est comme l'Eurovision, il faut s'acharner un peu. C'est comme le Nobel de littérature. Oui, voilà. Et c'est surtout que la dernière fois que la France l'a eu, c'était encore un peu plus ancien que l'Eurovision, c'était en 1964. Donc, je n'étais pas présente à ce moment-là, j'avais 10 ans. Mais donc, c'est René Guillot, l'écrivain qui a écrit Crin Blanc et puis Le Maître des éléphants, c'est lui qui l'avait eu. Et depuis, personne en France. Voilà. Eh ben, encore bravo pour ce magnifique prix international, ce qui montre aussi que la littérature jeunesse s'exporte, qu'elle est traduite, que vous êtes lu ailleurs qu'en France. Et vous êtes déjà très lu en France. On va parler de vos livres. Je voudrais qu'on parle aussi de vous, de toi en tant qu'écrivain. C'est dur de tutoyer, j'ai pas l'habitude. Marie-Aude, de toi en tant qu'écrivain. Je sais qu'il y a des légendes familiales qui disent que tu as toujours eu des livres entre les mains, que dès que ça a été possible, tu as imaginé des histoires. Tu as écrit en famille aussi, puisque ce livre, cette série est co-signée. Voilà, avec ton frère. C'est une histoire, c'est l'histoire de ta vie d'écrire. Comment on passe de cette inclinaison d'enfant
à cette vie d'écrivaine? Bon, alors il y a une chose que je promène à travers le monde entier. Je sais pas, évidemment, je suis un petit peu loin là pour vous montrer. Mais en fait, voilà, ça, c'est ce que je promène à travers la planète. C'est ce que j'écrivais à 12 ans. Voilà, c'était pour ma petite sœur, quand on avait 8. Et c'est marqué textuellement, ce journal est destiné aux enfants de 7 à 12 ans. Donc j'avais bien mon cœur de cible. C'est l'ancêtre de J'aime lire. Voilà. Et donc c'est publié aux éditions Chanteclair. Et ça coûte, c'est raisonnable, 1,50 franc. Voilà. Donc tu vois, Louise, ça vient de loin. J'ai toujours pensé écrire pour plus jeunes que moi, en fait. Mon mouvement spontané, c'était pas de montrer à la maîtresse ou à maman, c'était de me tourner vers la petite sœur. Et c'est très adapté aux enfants. J'ai tout de suite pensé que pour que ça l'accroche, il fallait par exemple des histoires avec des animaux. Donc c'est très, voilà, c'est très pro. Hein. Et surtout, c'est une vocation incroyable, une vocation qui s'inscrit aussi dans une famille Et oui. avec des frères et sœurs intéressés par l'idée d'écrire et de te lire. Donc voilà, on s'entrelisait et puis surtout on jouait. Voilà, quand je vais dans les classes, quand on me demande un conseil à l'école primaire, je leur demande est-ce que tu joues beaucoup? Là, ils sont surpris parce qu'ils pensent tout de suite jeux vidéo. Je dis attends, non, des jeux d'imagination, tu vois. Nous, c'est ce qu'on faisait en fait. On dirait qu'on serait. Voilà, depuis que je suis petite, on dirait qu'on serait. Donc, je jouais avec mon frère Loris, avec Elvire. Alors, il y avait un autre larron qui est Tristan Muraille. Je viens d'en parler à France Musique, parce que j'étais invitée à France Musique tout à l'heure pour dire quelles sont mes musiques préférées. Et j'en ai profité pour passer en douce un morceau de Tristan. Donc, mon grand frère, donc, lui, était compositeur de musique, est compositeur de musique, et il jouait du piano. Et nous, on jouait tout court. Voilà. Et donc, on avait des jeux qui étaient déjà tout prévus. On tirait des petits papiers pour savoir quel jeu on allait jouer. Donc, on pouvait jouer aux Incas ou bien on jouait aux chasseurs de girafes. C'était des trucs très précis. On jouait aux footballeurs. Mon frère aimait beaucoup. Ou on jouait aux meuniers, où on était des enfants battus. Ma sœur aimait beaucoup. Donc, voilà, on était un petit groupe. Et les enfants me disent mais comment tu avais le temps de faire tout ça? Je dis mais on se faisait chier. Tu comprends? On n'avait rien à faire, nous autres, là. Les réseaux sociaux, les machins, tu crois que ça a toujours existé? Moi, j'avais rien, en fait. On était entre 4 murs à Paris. Donc, il y avait la classe, puis avec des parents qui, en plus, étaient très occupés, ils travaillaient tous les deux, et ils se bouffaient le cœur et la tête. Donc, les parents qui s'aiment sont des gens très occupés. Et donc, nous, on était entre nous, quoi. Et donc, on a survécu comme ça, en se racontant des histoires. et en s'entrelisant. Mais j'adore ce verbe et je vais vraiment le réutiliser. C'est rigolo, s'entrelire. Mais c'est ce qu'on peut faire parfois en classe ou sur des plateformes comme Wattpad aujourd'hui aussi. Parce qu'on ils ont du bol. Mais il y a des gamins qui s'entrelisent. Voilà, ils ont des grands terrains de jeu. Moi, j'avais une lectrice. Alors là-dedans, vous verrez, il y a un journal, il y a un courrier des lecteurs. Mais j'en avais pas, j'avais inventé. Bon, maman, elle faisait le courrier des lectrices du cœur dans ces journaux féminins. Mais en fait, personne lui écrivait non plus. Donc, elle faisait les questions et les réponses comme ça. Elle disait, je vexe personne. Donc, je me suis dit, je vais faire pareil, quoi. On peut s'entrelire et s'auto-écrire. Et s'auto-publier. On peut en faire des choses. Aujourd'hui, tu t'adresses à un public nombreux. On va parler du public. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est comment te viennent les idées, les thèmes des livres. Je l'ai dit, il y a plusieurs séries. Chez toi, Marie-Aude, il y a beaucoup d'enquêtes. Là, on est encore avec l'hôtel du pourquoi pas sur de l'enquête et du policier. Sur un public plus grand, médium plus, c'est autour de 14 ans, on va dire, un peu plus tôt, un peu plus tard, comme on veut. Ils me surprennent tellement. Dans les salons du livre, quand je vois arriver des enfants de 10-11 ans qui lisent la série Sauveur et Fils, qui est quand même avec un psychologue de quartier et tous les gros problèmes de scarification, phobie scolaire, enfin tout quoi, les transgenres et tout ça, et ils sont parfaitement au courant. C'est presque eux qui expliquent aux parents. Et je vois aux questions qu'ils me posent qu'ils ont parfaitement suivi, mais ils ont 10-11 ans. Alors, je ne sais plus, tu vois, qui me lit. Ma question, c'est comment te vient l'envie de parler de ça? Et quelle est la place de l'époque dans ta littérature? Pour moi, c'est tellement présent, l'époque, et c'est tellement pertinent. Et ça reste avec le temps. Parce que oui.
on lit encore des livres qui sont parus il y a quelques années, Oh Boy, En 2000. En 2000, et c'est très actuel. Cette idée de parler de l'époque, comment ça te vient? Alors, il faut dire aussi que je fais de temps en temps des infidélités à mon époque. J'ai une période de récréation, c'est le 19e siècle. Quand vous commencez à me fatiguer, je pars chez les Victoriens. Ça me fait des vacances. Mais en fait, ma mère disait j'aime les gens. C'est une jolie formule, j'aime les gens. Et j'aime le monde tel qu'il est maintenant, aussi perturbant soit-il, aussi anxiogène soit-il. Il est passionnant, il est fascinant, il est enthousiasmant. Donc, on a choisi, mon frère et moi, d'écrire au temps présent. Voilà, c'est une trilogie. Angie, Souviens-toi de septembre, À l'hôtel du pourquoi pas, ce sont des polars. On les a ancrés dans le présent. Vers la page 40 d'Angie, eh bien, il y a le président Macron qui fait la déclaration du confinement. Et en fait, on avait un décalage d'1 mois et demi avec ce qui se passait. Donc, il était confiné de son côté et moi du mien. Et donc, on a tout écrit comme ça, par mail, coup de téléphone, etc. Chacun confiné, sans savoir ce qui allait se passer, mais en décidant de raconter une histoire au présent. C'est la première fois que je lis une histoire où les gens ont des masques et avec les questions afférentes au fait de les avoir. C'est pas l'intrigue et c'est pas le sujet. Non, non, c'est juste un que décor. c'est ce qu'on est en train de vivre. Et effectivement, des gens masqués dans un polar, d'habitude, c'est les coupables. Et là, c'est les gens qui obéissent pas à ce qu'on leur dit. Donc, c'est quand même, ça change un petit peu la donne. Mais la pandémie a un impact forcément sur une intrigue policière. Donc, on la découvrait au fur et à mesure. Mais tout peut s'intégrer à un arc narratif. Oui. Tu fais feu de tout bois. Est-ce que c'est quelque chose que tu intellectualises ou parce que ça arrive comme ça et tu te dis, bah, oui, si c'est dans l'époque, aujourd'hui, ça a pu être le langage SMS à un moment. Oui. Il faut que ce soit dans mon bouquin. Absolument, tout doit servir, c'est ma formule. Je suis la reine du recyclage, figurez-vous. Donc, c'est ce que je suis en train d'apprendre à ma fille. En fait, maintenant, après avoir écrit avec mon frère, j'écris avec ma fille, donc, qui a 27 ans. Je suis en train d'assister à la naissance d'un écrivain que je suis en train de former. Elle me dit, c'est chouette, c'est une masterclass pour moi toute seule et gratos. Donc, j'essaie de voir comment c'est possible. Et ça marche, en fait. Donc, on peut former quelqu'un à l'écriture. J'en doutais un peu, tu vois, tous ces cours d'écriture créative, etc. Mais je crois que si, on peut transmettre aussi, pourquoi pas d'ailleurs, puisqu'avant, autrefois, il y avait des ateliers de peintres, donc les Léonard de Vinci et autres, ils commençaient par travailler sous la houlette d'un maître et ils copiaient, ils imitaient, jusqu'au jour où tout d'un coup, le petit ange qu'on leur avait dit de dessiner en bas, là, il aura le sourire un petit peu de la Joconde. Et ben, c'est ce que j'attends chez ma fille, et en fait, au début, elle va sans doute plus copier, imiter, et surtout je lui demande d'écrire avec moi, donc la saison 7 de Sauveur et Fils. Ça va plutôt être Sauveur et Fille, là, pour le coup. Mais je pense que petit à petit, je sens que ça vient, que ça s'échappe, que c'est elle. Ce qui est intéressant, c'est que la figure de l'écrivain, l'écrivaine, telle qu'on se la représente, c'est quelqu'un de solitaire. Et tout ce que tu racontes, c'est toujours très différent, voire le contraire. C'est pareil pour le lecteur. C'est bien que vous soyez dans une agora. La lecture, c'est ça. C'est d'abord du partage. Moi, ça me saoule quand on m'en fait un vice impuni, solitaire, machin. Ça me saoule. Parce que d'abord, ça n'intéresse pas les ados. Ça, ils veulent pas être coupés des autres. Alors, si vous essayez de leur vendre la lecture comme un truc que tu fais dans ta chambre pour t'intérioriser, mais merde, ils vont prendre la tangente. Donc, non. La lecture, c'est gai. La lecture, ça se partage. La lecture, c'est nous. Voilà. Et l'écriture, pareil. Moi aussi, je croyais le machin, tu sais, Chateaubriand, le vent souffle et tout ça. Sur la falaise. Ouais, mais c'est bien qu'il ait eu une sœur quand même. Hein. Et donc, je crois que c'est bien. Ça peut être une affaire de famille, ça peut être aussi une affaire d'amitié. Et puis surtout, ça se partage parce que dès qu'on écrit, si on n'est pas névrosé, on écrit pour quelqu'un. Voilà. Parce que le fameux « j'écris... Enfin, c'est dans mes tiroirs, j'écris pour moi ». Non, t'écris pas pour toi. T'écris pour nous. Donc, pas de solitude là-dedans. La fête, le partage, on est ensemble. Et quelque chose d'assez joyeux. Plus je travaille en fait sur la lecture, plus je me dis qu'effectivement, c'est quelque chose de très collectif, d'une manière générale parce qu'on en parle, mais aussi parce que quand on lit, on se dit qu'on va en parler, on est en contact avec les autres. Voilà. Plus on aime quelque chose qu'on est en train de lire, plus on se dit à qui je vais le prêter. Donc c'est ça, ça doit être contaminant.
c'est un virus. C'est un beau virus. Alors, je crois qu'ici, on est dans un endroit où il doit se répandre au maximum, voire un bouillon de culture. Je ne l'ai pas dit au début, on va pouvoir prendre vos questions si vous en avez. À partir de dans 20 minutes, manifestez-vous, que je sache à l'avance s'il y a des questions ou si je continue à parler moi avec Marie-Aude, ce qui me fait toujours extrêmement plaisir. Marie-Aude, tu connais bien ton public, que tu rencontres à plein d'occasions, y compris dans des écoles, moi, un sujet qui m'intéresse beaucoup, dans des librairies. Qu'est-ce que ça apporte à ton œuvre de rencontrer tes lecteurs? C'est d'abord à moi que ça apporte. J'ai été assez malheureuse pendant la pandémie parce que les voir derrière une vitre, c'est un petit peu peu quand même. Hein. Moi, j'ai besoin de me recharger. Alors, c'est épuisant. Voilà, de faire le monde entier avec le sac à dos dans le dos et je ne sais pas combien de temps je vais tenir. Mais je disais, et je dis toujours, s'il y a des lecteurs sur la Lune, j'y vais. Alors actuellement, je me dis, s'il y en a en Asie, j'y vais. Ma frontière a toujours été à l'Est. Donc là, malheureusement, je devais avoir une rencontre avec des Russes. Je leur ai dit, là, on va annuler, non, mais reporter, oui. Parce que s'il y a des gens qui vont pouvoir réparer les choses après, ce sont les lecteurs, ce sont les écrivains, ce sont les artistes, ce sont les éditeurs. Je compte sur eux pour réparer le mal que leurs dirigeants sont en train de leur faire et de nous faire. Le prix va être remis en Malaisie. Je me dis, ça y est, je pars vers l'Est. J'ai peur, hein, parce que tout ce qui est inconnu, ça fait peur. Mais qu'est-ce que ça m'apporte? Je voulais être exploratrice quand j'étais petite, mais je suis trouillarde. Alors, ce qui est bien, c'est que quand je voyage comme ça à travers la France et à travers le monde, je suis exploratrice, mais il y a des gens qui m'attendent sur le quai. Et ça, c'est très confortable, en fait, de savoir qu'on est attendu. D'une certaine manière, ces rencontres-là, c'est être exploratrice en sachant qu'on vous attend. C'est vraiment la vie d'écrivaine. C'est Suzy Morgenstern qui l'a raconté dans un récent livre, à quel point on est sur les routes, mais on peut prendre des chemins particuliers parce que ces livres, cette série dont le dernier opus s'intitule À l'hôtel du pourquoi pas, sont situés au Havre. Alors déjà, comment tu t'es documenté, enfin comment tu reflètes un endroit bien particulier? Je connais un peu la ville, mais pas très bien. Mais comment est-ce qu'on parle d'un endroit très précis dans un livre en particulier? Et puis, qu'est-ce que ça fait après de rencontrer des lecteurs qui connaissent le lieu? Et je sais que tu l'as fait. Et de citer la librairie, la Galerne, et d'aller voir ces lecteurs in situ. Ok, il est à l'envers, hein, là, Marie-Aude. Le plan du Havre. Pendant des semaines et pendant des mois, tu vis là. Voilà, c'est tout. Mais tu vis aussi dans ta tête, parce que le Havre, c'est notre ville d'enfance. Donc voilà. Mais je l'ai quitté, j'avais 8 ans. Donc c'est un Havre de rêve, en fait, en même temps. Parce que ça fait longtemps que mais j'étais retournée assez récemment. C'est une ville que j'appelle la belle laide. Si tu y passes, tu la trouves moche. Si tu sais la regarder, tu t'aperçois qu'elle est faite pour être peinte, pour être chantée, pour être écrite. C'est une ville pour les artistes. La lumière qui change sans arrêt, elle a été peinte par les impressionnistes. C'est une ville qui vous prend peu à peu. Et puis mon frère, il voulait être pirate, on dirait qu'on serait. Alors les docks, le port, les grands bateaux qui s'en vont. Et la criminalité et les enquêtes qu'on peut faire. Oui, alors les dockers, ce n'est pas des enfants de cœur. Hein. Donc, ils ont toujours eu une réputation un peu limite. Et actuellement, c'est une ville c'est un port qui est gangréné par la cocaïne et par la mafia, ça c'est sûr. Alors, pour installer la brigade des stupes, c'était génial. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce que pour avoir lu des articles sur ces histoires de trafic de drogue au Havre, oui. J'ai appris plein de choses, voilà, de manière très informative dans Le Monde. Je ne m'attendais pas vraiment à retrouver ça dans une série jeunesse, fût-elle une série de polars. On peut parler de tout. Ah bah oui, là on s'est dit on va se faire un thriller avec Psychopathe. Moi ça fait tellement longtemps que j'en lis que j'ai vraiment eu envie de fréquenter ce genre de personnes. Il y a d'ailleurs un chapitre qui s'appelle L'intérieur d'un tueur.
Et c'est à la fois être à l'intérieur et dans son intérieur. Donc, je vis avec mes personnages, je les loge pendant des mois. Donc, il a fallu que je cohabite avec un psychopathe et c'est intéressant. Voilà. Donc, on peut parler de tout si on a le courage de vivre avec tout ça. Il y a des fois, je cale, je me dis, je ne vais pas avoir le courage. Voilà. Mais ça, c'était jouable. On touche à quelque chose qui est extrêmement important, c'est-à-dire ce désir de parler tout à des jeunes lecteurs rencontre forcément une grande responsabilité dans la manière qu'on choisit voilà, de parler de tout ça. Les mots, le traitement de ce thème dans l'histoire, la fin peut-être. Oui. C'est le travail d'un écrivain de trouver les mots justes, quel que soit le public qu'il a. Donc, c'est mon travail de trouver les mots justes et de n'avoir juste que les mots. Et puis la fin, effectivement. J'en parlais tout à l'heure avec la personne de France Musique. Je lui dis, pour moi, ce qui est important, c'est de ne pas briser l'élan vital de mon lecteur qui a 8 ans, qui a 14 ans ou 15 ans. Je veux qu'en refermant le livre, ils se disent « j'ai envie de participer à cette vie, j'ai envie d'être en vie ». Donc, je pense que dans un livre et dans ma présence et dans le fait que je vais vers eux, il y a ce courant-là. Je veux qu'ils aient envie d'être en vie. Alors que ce monde-là, souvent les casse, souvent les bride, souvent les oppresse. Je veux libérer l'énergie vitale qui est en eux. C'est quelque chose que je trouve extrêmement puissant dans la littérature jeunesse. Oui. Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose que tu intègres de manière théorique au départ et qui s'applique après dans ton écriture? Est-ce que c'est plus de l'ordre de l'instinct? Et de toute façon, est-ce que c'est la condition de l'écrivaine jeunesse que de penser à tout ça? On s'inscrit dans une tradition. On s'inscrit dans la tradition des contes. Et bon, il se mariait. d'Andersen. Et oui, conte d'Andersen, bon, qui est un peu dépressif. Bon, c'est pas le conte populaire. Hein. Et donc, on s'inscrit dans cette tradition-là qui donne la pêche, en fait. Hein. Et c'est Sartre qui dit ça. Jean-Paul Sartre, on ne va pas dire que c'est tout de suite un rigolo, mais en fait, dans les mots, c'est ce qu'il dit qu'il a trouvé dans les livres pour la jeunesse, et non pas dans les phrases balancées de Chateaubriand, sa première rencontre avec la beauté, et surtout, ce qu'il dit, sa fantasmagorie la plus intime, l'optimisme. Voilà, c'est dans ces livres-là qu'il l'a trouvé. Et c'est très important de perpétuer cette tradition. Et l'optimisme, ce n'est pas les bons sentiments. Non. On le redit. Hein. Je cite aussi souvent Alain qui dit que le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Donc je suis volontaire, effectivement, parce que je ne suis pas non plus le ravi de la crèche, hein, je ne suis pas neuneu, je vois bien ce qu'est le monde, je le prends en pleine figure comme vous et comme les jeunes. Et donc pour moi, c'est la condition humaine de fait est tragique. Maintenant, comment on va faire pour soulever ça, pour se soulever soi-même et en faire une aventure? La condition humaine, c'est pas que des trucs horribles, c'est aussi le rire, avoir envie de rire. L'humour, c'est très très important. Ça peut être complètement dans l'intrigue, ça peut s'agripper à des tout petits détails parsemés dans le texte. Et ça fait aussi partie des lignes de la littérature jeunesse, souvent. En tout cas, c'est très important pour toi. Oui. Bah, quelle que soit la situation, je cherche quel est l'angle comique. Donc, et ça permet d'esquiver effectivement la douleur notamment. Donc, alors il y a des fois je ne trouve pas. Si je ne trouve pas, ça ne fera pas un sujet de livre tout simplement. Mais j'essaie d'affronter le pire pour voir. Alors évidemment, ça peut surprendre. Hein, des fois, on me dit mais comment on peut rire dans des situations pareilles avec un personnage, un enfant qui a un cancer ou des choses comme ça. Mais c'est parce que j'ai vu que c'était dans le réel, c'est possible. Et surtout, ça donne toujours un horizon, en fait, de pouvoir rire. Voilà. C'est notre manière de contrer le tragique. Et que la vie est drôle, les gens se trompent, sont maladroits,
des erreurs. Il y a cette attention. Il faut surtout rire de ceux qui sont puissants et de tout ce qui nous opprime. Des fois, on me dit, mais avec l'école, vous y allez. Mais bien sûr, parce que les deux oppresseurs de l'enfance, ce sont les parents et les enseignants. Des fois, c'est les mêmes. Hein. Et donc, c'est normal qu'on rit d'eux quand on est enfant, parce qu'il faut se défendre de ça. Et la bonne chose, c'est que je leur demande qu'ils rient d'eux-mêmes. Je dis aux enfants, bon, rire, c'est une arme. Si tu ris de toi, alors tu es invulnérable. Donc, apprenons à rire de nous. Alors, on va revenir à l'école, mais il y a une blague, je ne sais pas si je dois dire une blague, mais un développement humoristique que j'ai trouvé génialissime dans l'Hôtel du Pourquoi pas. C'est une parodie de description. Et c'est une forme de mise en abîme de ce que c'est que d'écrire et aussi de lire, où tu dis, bah voilà, si on veut faire une description, on commence par les cheveux, on termine par les chaussures, et on pourrait la faire comme ça, et moi je la fais comme ça. Et il y a une sorte de métalangage, en fait. On montre les coulisses de l'écriture, on dit comment on écrit, et on joue avec cette forme. C'est assez sophistiqué et assez gonflé, j'ai trouvé, pour un livre jeunesse. Alors, toute la série est en fait une réflexion aussi sur comment on fabrique un roman policier. Dans le précédent, dans Souviens-toi de septembre, il y a une réflexion sur qu'est-ce que c'est que le mystère de la chambre close et quelles sont les différentes théories et les différentes possibilités, jusqu'à l'absurde. Ça se termine avec le glaçon, le pic en glaçon qu'on rentre dans le cœur et finalement le glaçon fond. Et donc quand on entre dans la chambre close pour trouver qui a tué, on ne trouve rien sauf une petite flaque d'eau. Mais bon, on arrive dans l'absurdité. Donc je montre un petit peu tous les trucs, les astuces, les ficelles du roman policier, parce que je m'en réjouis en fait, et j'en use aussi. Et donc là, dans celui-ci, en fait, c'est un hommage à Mary Higgins Clark, très clairement. Donc je montre comment on utilise le psychopathe, quel genre de victime on prend, soit c'est une jeune fille, soit c'est un enfant, parce que c'est ce qui va vous faire le plus peur. Donc en même temps que je le montre, je vous le fais vivre. Et puis il y a effectivement comment elle s'y prend pour caractériser chaque personnage. Relisez les Mary Higgins Clark, c'est toujours pareil. Donc on commence effectivement par les cheveux au burn et on va terminer par les escarpins Prada. Et et c'est comme ça que chaque personnage... Je connais mieux Gaston Leroux que Mary Higgins Clark, mais je vais regarder quand même. Mais c'est vrai que c'est aussi des trucs qu'on peut lire ado, Mary Higgins Clark, ou Agatha Christie aussi. Tout à fait. Grande référence, voilà. À la fois adulte et jeunesse. Et jeunesse, complètement. Le fait d'être dans ce langage où on s'adresse au lecteur de différentes façons, à la fois à travers l'histoire, à la fois à travers un petit discours sur comment, mais très léger, sur comment on fabrique l'histoire, oui. Ce qu'on est en train d'écrire. Pour moi, ça correspond tout à fait à ce que consomment les jeunes aujourd'hui sur les réseaux, YouTube, où on a toujours une explication sur le décor. Le making-of, le bonus. Exactement. Et ben moi, il est intégré. Mais c'est tellement dans l'époque. Est-ce que ça, c'est... pareil, une décision hyper consciente de dire, voilà, aujourd'hui, les gens regardent comme ça, ils vont lire comme ça parce que ça correspond à leur manière de penser, aux adolescents? Ou est-ce que finalement, c'est parce que tu es tellement dans l'époque que voilà, tu es porté par ce mouvement qui dit, voilà, aujourd'hui, on ne peut plus écrire sans dire comment on écrit? Je crois que je suis contemporaine. Je suis du temps présent. Mais à un point... parfois pour moi décérébrant, enfin je suis là du présent. Voilà. Quand je suis dans les animations, c'est pareil, je suis de l'instant. Alors des fois, ils ont lu des bouquins qui ont 25 ans d'âge, donc ça me déstabilise beaucoup. Mais en fait, je vais leur parler de ce que je viens de vivre à l'instant. Souvent, je suis dans le couloir et je me dis, bon, là, tu viens de vivre quelque chose, une épreuve. Ou... Je me souviens d'une fois, je venais d'apprendre sur Internet que mon fils cadet avait rompu avec sa copine. J'apprends ça dans la chambre d'hôtel. Et après, je vais avoir un grand rassemblement. On est en Sardaigne avec plein de jeunes et tout. Et dans le couloir, je me dis, t'en parles pas. C'est pas leur problème. J'arrive, je les regarde, je leur dis, écoutez, je peux pas vous parler sans vous dire. Mon fils... Mais en fait, eux aussi, ils ont des merdes avec leurs copines. Je veux dire, ils savent ce que c'est que de rompre. Et l'accord se fait immédiatement. Si j'avais mis ça derrière moi, si j'avais pas pu en parler, j'étais pas là. Juste, j'étais pas là.
Donc, ça peut être terrible, hein, puisque comme je viens de perdre mon frère, quand je parle de à l'hôtel du pourquoi pas, il y a toujours un moment où ça devient pour moi insupportable de ne pas vous le dire. De ne pas vous le dire. Donc, je suis de cet instant-là. Et de cette intensité. Atroce. Pour moi. Mais qui est à la fois douloureuse et émouvante et qui fait le sel de la vie qu'on retrouve traduite en texte, en fait. C'est cette épaisseur du présent et de la vie. À mon avis, ça compte beaucoup dans le fait que ça parle aux jeunes lecteurs. Ça fait quoi d'être étudié à l'école? Sinon, moi j'ai un enfant en 5e. Tu m'as dit, il fait Oh Boy. Il est en train de lire Oh Boy à l'école. Mais je pense que c'est pas le seul. Hein. C'est pas une exception. C'était pas pour me faire plaisir. J'adore ce bouquin. Et que donc tu es une autrice très étudiée à l'école, au collège. C'est un honneur. Alors après, comment c'est fait? Et ça, moi, je ne suis pas une pédagogue, donc je ne rentre pas dans les classes. Parfois, on me dit, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on fasse? J'ai dit, ben non, c'est vous qui avez vos ouailles, là, c'est vous qui savez manager, c'est vous le pédagogue. Alors évidemment, ça peut parfois être fait d'une façon un peu accablante. J'ai vu parfois des choses un peu tristes, enfin, le genre, on fait une dictée où on apprend le passé simple à partir de mes textes. Bon, c'est pas idéal, on va dire. Bon, voilà, faites plutôt ça au classique, finalement, hein. Mais avec mes livres, inventer des choses, quoi. Moi, mais j'ai vu des choses admirables aussi. Voilà, on fait des spectacles, on fait des bandes dessinées, on fait des romans photos. Voilà, il faut que ce soit créatif, en fait. Je pense qu'à partir de notre littérature qui est vivante, surtout, faites des choses créatives. Voilà. Donc, plutôt que des exercices de grammaire, si je peux me permettre. Ça permet aussi, et pas seulement parce qu'on a étudié, de rencontrer, donc on l'a dit un peu, les élèves dans les CDI, les bibliothèques d'école. On a un rapport spécifique à l'école. Vous dites que les profs prennent cher. Tu dis que les profs prennent cher dans tes livres. Mais en même temps, je leur dis. Alors c'est quoi cette histoire de l'année d'amour? J'ai la religion de l'école. Elle m'a été transmise par ma maman qui a été institutrice et qui m'a dit que c'était parmi les nombreux métiers qu'elle avait fait, que c'était le plus beau métier qu'elle avait fait. Mon père, lui, m'a dit qu'il avait été sauvé par l'école parce qu'il aurait pu tourner assez mal. Et donc, je pense que... Ils le sentent maintenant, les enseignants. Ils savent que je les aime, que je souffre avec eux. Là, ils vont pas bien, les enseignants. Donc, dans Sauveur 7, eh ben, vous allez voir un personnage, une jeune enseignante. Et c'est ma fille qui a décidé de mettre ce personnage. Une jeune enseignante, une trentenaire, qui se demande si elle va continuer d'enseigner. Donc, elle se pose vraiment le problème de... est-ce que je reste, est-ce que je pars? Et je pense qu'il y a énormément de jeunes enseignants actuellement qui sont dans cette douleur, parce que c'en est une. Alors j'espère que ton éditeur, l'École des loisirs, va bien penser à m'envoyer ce livre, parce que ça va m'intéresser à plusieurs titres. Si vous avez des questions, commencez à lever la main. On a parlé du 19e, oui. et je voudrais qu'on redise un mot, Marie-Aude, sur la tradition littéraire. Les auteurs qui, pour toi, historiquement, sont des grandes inspirations. Je sais évidemment que tu as écrit sur Dickens. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Est-ce qu'il y a d'autres auteurs? Non, mais il y en a plein, et il y a surtout tu veux parler. Voilà. Il y a un compte Instagram qui s'appelle « Je n'ai pas de livre préféré ». Et j'aime beaucoup ce titre-là. Je n'ai pas de livre préféré. Et maintenant, je pense que je dirais aussi « Je n'ai pas d'auteur préféré ». J'ai des rencontres. Alors, c'est vrai que Dickens a été un choc, mais parce que c'est l'âge des premières rencontres. Donc, j'avais 17 ans. C'est l'âge où on tombe amoureux. Bon, voilà. Je suis tombée amoureuse de Dickens, de ses livres, de sa façon de regarder la vie. Et je me suis dit que si j'écrivais, il faudrait que je procure à peu près les mêmes genres d'émotions à celui qui me lit et à celle. Donc, tu as parlé des petits détails humoristiques. Dickens est là-dedans, dans ce regard qui va choper les toutes petites choses de la vie. Et c'est vraiment ça. On rit sur les petites choses. L'ensemble est assez lourd quand même, hein. C'est du costaud, Dickens. Voilà, c'est quand même toute la souffrance humaine. Mais on rit parce que le regard accroche sur tout ce qui est drôle autour de nous. Est-ce qu'il y a des questions? Je continue. Alors, ah oui. Alors, on va vous... Je sais pas si on moi, j'en ai encore une autre après. C'est sympa, c'est l'autrice elle-même qui porte le micro.
Non, la mienne, elle est par terre. Oui. Alors, madame, vous venez de parler de Dickens maintenant, et moi, je voulais vous poser la question, si vous devriez rencontrer un auteur ou une autrice, qui ce serait? Ah, aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Oh là, la colle. Ça peut être plusieurs. Oui. Ouais. Je pense que je suis assez tournée. J'irais peut-être vers la BD. Donc des autrices de BD contemporaines, il y en a un certain nombre. Ou des polars, des autrices de polars. Je pense tout de suite à des femmes, bon, voilà. Mais j'ai pas de nom comme ça qui me vient. J'y réfléchirai. Mais en fait, si je pouvais rencontrer quelqu'un que je ressusciterais, ce serait Alexandra David-Nel, que vous connaissez peut-être pas. Si, exploratrice et écrivain aussi. Voilà, 19e siècle, elle est un peu morte, elle m'a pas attendu et pourtant elle a tenu 100 ans. Mais voilà, s'il y a un modèle pour moi, ce serait elle. Et c'est peut-être elle qui va me remettre en route ces jours-ci. Après ce confinement, après ce repli sur soi qu'on a tous vécu, il faut qu'on reparte. Et c'est elle qui va nous y encourager. Voilà, elle dit c'est pas compliqué, explorateur, hein. On en fait bien du foin, mais c'est juste mettre un pied devant l'autre, comme dans l'écolo, tu sais. Oui. Voilà. Et donc, mais il faut réapprendre ça, à mettre un pied devant l'autre. Sortez de chez vous, retournez au cinéma, retournez dans les bibliothèques, allez au resto, sortez avec les copains, allez dans la rue. Putain, c'est fini le plan canapé. Et venez au Salon du Livre, Merci. au Festival du Livre, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une autre question, réflexion? Moi, je m'interroge sur la trace vraiment très longue et la trace très profonde que laisse la littérature jeunesse, comme toutes les expériences qu'on fait quand on est jeune, quand on est enfant. Et pour avoir fait des rencontres avec toi, avoir entendu des lecteurs et lectrices très émus, je me suis rendu compte que c'était une expérience un peu folle d'avoir des gens adultes qui parlaient de ces livres qu'ils avaient tant aimés petits et auxquels ils pensent encore. Et maintenant, c'est sans arrêt que je les croise. Hein. Tout à l'heure, à France Musique, il y en avait deux. Et elles étaient deux. Et les deux m'avaient lu, enfant. Et c'est pas le même regard qu'on me donne. Je leur dis, c'est en fait, vous êtes en train de vous voir enfant ou ado dans mes yeux. Et vous vous reconnaissez. Et la grande chance qu'ont les écrivains jeunesse, c'est que non seulement ils sont lus, mais ils sont relus. Les gamins prennent les trucs en boucle et ils s'imprègnent. Et moi, là, avec moi, souvent, je transporte une lettre de lectrice ou de lecteur que je garde comme ça pendant un certain temps, un peu fétiche. Et là, j'en ai une de quelqu'un qui avait lu et relu Vive la République jusqu'à devenir altermondialiste, jusqu'à devenir végétarienne. Voilà, elle m'a dit, ça a changé ma vie. Pourquoi? Mais parce que j'arrivais à cette époque de construction de la personnalité où tout est possible. Il est tellement bien, ce livre. Il y a on est en période de campagne, même en période d'élection. Il y a de la politique dans tes livres, d'une certaine manière. La politique? Ouais. Oui. Alors, ce que je voulais avec ce personnage militant, c'est redonner du romantisme à l'idée de militantisme. Donc, on tombe amoureuse ou amoureux d'ailleurs de ce militant altermondialiste, un peu fou, un peu braque, pas net complètement, hein, mais enthousiasmant. Alors, j'aurais aimé aussi faire un jour vraiment un roman avec un personnage politique, un maire ou un député, etc. Oui. Et alors, généralement, quand j'ai ce genre d'idées, je vais vers des gens qui sont de la partie. C'est-à-dire, si je fais un truc sur les médecins, je vais voir des médecins, etc. Le peu que j'ai essayé avec des gens politiques, j'ai pas senti que ça accrochait en face. Parce que généralement, quand je dis je suis auteur jeunesse, on fait « Ah, c'est sympa ». Mais là, en fait, c'est pas des électeurs. Donc, je suis pas sûre que ça les intéresse, en fait. Hé, les hommes politiques, la jeunesse, ça vous intéresse? Il n'y a pas de réponse, tu vois. Alors, l'école a pu être un sujet de la campagne. L'enfance, pas du tout. J'ai bien lu les programmes. Très peu de choses. Sur ce sujet politique, je vais aller un petit peu plus loin, Marie-Aude. En fait, c'est une vision du monde aussi qu'on propose. Une vision du monde voilà, plus ou moins traditionnelle, plus ou moins ouverte, plus ou moins
tolérante. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup cet appel à la tolérance. On n'aime plus trop l'expression vivre ensemble parce qu'elle est très galvaudée, mais à comprendre ce que c'est la différence, ça sert aussi à ça, la littérature. Oui. Alors, on m'a beaucoup fait aussi le coup de la tolérance, mais je dis aux gens, vous êtes bien aimable de me tolérer, mais ça ne me suffit pas. Hein. Moi, ce que je veux, c'est qu'on m'aime. Donc, les personnages que je donne et qui sont très différents, qui sont parfois dérangeants, c'est ça que je demande à mon lecteur, à ma lectrice. Aime-les. Et c'est tout. Et c'est beaucoup. Ça va changer ton regard. Connaître les gens. Oui. Plutôt Les que écouter, de les regarder, leur rire avec eux, pleurer avec eux, et puis vouloir qu'ils s'en sortent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de merde qui leur arrive à mes personnages. Je les enfonce, pour que toi, lectrice, toi, lecteur, tu aies trop envie de les sauver. Et après avoir vécu ce genre d'expérience, tu verras plus les gens différents de la même façon. Ils sont toi, en fait. Ils sont en toi. Alors, comme je pense un peu que tout est politique, je suis née dans les années 70, il y a aussi une certaine vision de la famille que je trouve intéressante à proposer aux enfants d'aujourd'hui. On est complètement sorti de la famille traditionnelle, elle peut passer par là. Mais en vrai, les gens ont des vies compliquées, les adultes, des vies amoureuses compliquées, que les enfants, en tout cas les ados, connaissent. On n'est pas toujours dans des familles nucléaires. Ce mot est d'ailleurs extrêmement drôle. Oui. Mais de toute façon, la famille tradie qui existe aussi, elle est très compliquée aussi. Elle n'est pas facile à vivre non plus. Et je la fais aussi vivre dans mes livres. J'en ai un qui s'appelle Papa et Maman sont dans un bateau. Et donc, c'est les parents et 2 enfants. Donc, la famille type, la famille classique. Mais en fait, ils sont chacun sur leur ligne d'eau, comme dans une piscine, et chacun qui traverse comme ça. Et il n'y a plus de communication entre les différentes lignes d'eau. Donc, tout le travail de ce roman, c'est de faire qu'ils retrouvent un rêve ensemble, de façon à pouvoir s'aimer, tout simplement. Le rêve, ce sera une yourte mongole, mais pourquoi pas? Moi, ça me fait assez rêver. Ça fait rêver, hein. Mario, tes livres, on l'a dit, voilà, ça fait longtemps que tu écris, Oh Boy par exemple, 2000. Est-ce que parfois tu aurais envie de revenir sur des textes du passé ou refaire quelque chose à partir de publications plus anciennes, les actualiser ou en faire autre chose? C'est ce que je fais. Donc en réalité, quand mon éditrice me propose de reprendre un texte qui a 20 ans, 25 ans d'âge, je dis attention, on va d'abord le relire et puis vous allez le faire relire par quelqu'un de jeune aussi. Donc vigilance, est-ce que je suis toujours d'accord avec ce que j'ai écrit? Alors il y a des choses que j'ai changées, c'est clair. Vous n'avez pas forcément la bonne version chez vous. C'est clair. Mais c'est ce qu'on disait de l'époque. Ça touche aussi à un point intéressant d'une réflexion qui traverse l'édition aujourd'hui, celle du lectorat sensible. Oui. Ça existe aux États-Unis, mais un peu en France aussi. Oui. Le fait de faire lire son texte par quelqu'un qui est concerné en particulier par telle ou telle question abordée et de éventuellement tenir compte de son avis et de ses corrections. Je l'ai en fait toujours fait. Voilà. Quand j'ai écrit Maïté Coiffure, je l'ai donné à lire à ma coiffeuse. Hein. Parce que, en fait, c'est elle qui m'avait fourni l'info. Donc, je veux quand même voir si j'ai été honnête, si j'ai bien joué, si j'ai fait j'ai utilisé correctement ce qu'elle m'a donné. Quand j'ai fait La fille du docteur Baudouin avec le planning familial, avec un médecin IVGiste, avec une conseillère conjugale, j'ai redonné le texte sous forme du manuscrit. Et je me suis retrouvée avec plein de corrections en rouge dans la marge. Donc avec des gens qui n'étaient pas entièrement d'accord avec ce que j'avais fait du matériau. Donc oui, je réfléchis là-dessus. Et quand c'est un texte ancien, je le relis avec mon regard d'aujourd'hui. Parce que comme dit Zazie, j'ai vieilli et surtout j'ai vécu. Et puis on n'est plus dans le même monde, c'est évident. Alors évidemment, on ne va pas changer Balzac, on ne va pas réécrire Hugo. On va dire simplement, à l'époque, on pensait des choses comme ça, il n'y a pas lieu de s'en scandaliser. On contextualise. Mais moi, je suis vivante, je parle à des enfants qui ont 12 ans et il faut que le message soit, je ne dis pas politiquement correct, mais il faut que je sois en accord avec, puisque je dois en répondre, moi vivante, devant des gens vivants. Voilà. On en avait parlé il y a quelques années. C'est une réflexion que tu continues à mener. Tu ne dis pas exactement la même chose. Non. C'est très intéressant. Non. C'est ce que je dis à ma fille qui l'autre jour me dit « Oh là, j'ai encore changé d'avis. » Non, tu n'as pas changé d'avis, tu as réfléchi, ça n'a rien à voir. Donc, moi, je réfléchis. Donc, je ne dis pas forcément les mêmes choses qu'il y a 3 ans.
Et c'est pas ce qu'on entend chez les auteurs vieillesse, entre guillemets. Est-ce que c'est le fait d'être une autrice jeunesse qui te rend plus plastique, tu penses? Non, c'est parce que je réfléchis. Mais c'est interdit à personne. Hein. J'y peux rien. Je veux dire, ça m'est égal de me contredire. En fait, je m'en fous de la contradiction, tu vois. Même si on me dit, mais t'as déjà dit que... Bah oui, je l'ai dit, mais je le pense plus. C'est tout. J'ai réfléchi. Et je n'ai pas dit mon dernier mot. Voilà. Parce qu'en fait, en face aussi, je suis dans un élément vivant, je veux dire. Et les gens de la cancel culture, pour ne pas les citer, etc., ils sont aussi des gens vivants. Et eux aussi, ils vont s'amender et réfléchir. On fait la moitié du chemin, à moins qu'ils soient complètement obtus et bornés. J'ai travaillé avec ma fille, et ma fille est beaucoup plus jusqu'au boutiste que moi, beaucoup plus féministe que moi, extrémiste aussi. Mais c'est très bien le dialogue, parce que, comme on dit, elle met un peu d'eau dans son vin, et moi, je mets un peu de vin dans mon eau. Sympa. Ça rejoint aussi quelque chose que je pense trouver à force de rencontrer des auteurs et autrices jeunesse. On réfléchit plus de ce côté de la littérature. On pense. Parce qu'on est avec des gens en formation, je pense que c'est ça qui nous bouscule. Parce qu'ils changent en face. Moi, je n'ai pas le même public depuis 30 ans que je circule. Et donc, c'est vrai que ça vous secoue. Et on a 2 questions, et merci de me les avoir signalées. C'est vrai que je suis un peu tournée du côté droit. Yes. Ah ouais, lève. Je ne sais pas si on m'entend. Ok. J'ai une question pour vous, madame. Rapproche bien le micro de ton menton, comme ça on t'entendra encore mieux. Je me permets de te tutoyer, mais je tutoie déjà Marie-Aude. Non, est-ce que vous avez un ou plusieurs livres qui, quand vous les avez lus, en fait, ils vous ont tellement marqué que vous vous souvenez encore des sensations que vous avez eues pendant que vous les lisiez? Toi, oui. Ça t'est arrivé? Oui. Oui. Parce que ça se voit que t'es quelqu'un... Voilà. C'est des gens comme ça qu'il faut emmener dans les classes pour montrer ce que c'est que la lecture. Ça vous change. Ça vous bouge. Tu pleures, tu ris. T'es plus la même. Voilà. Ben, ça m'est arrivé, puis ça t'arrive. Voilà. C'est la plus belle des expériences. Je te dirai pas le titre des livres, de toute façon, c'est sans arrêt, moi. Hein. Tout à l'heure, je chialais à France Musique. Pourquoi? Parce que j'étais en train d'écouter la mélodie de Debussy, le Noël des enfants qui n'ont plus de maison. Les ennemis ont tout pris, jusqu'à notre petit lit. Ils ont brûlé l'école et notre maître aussi. Mais moi, je chiale. Parce que je pense aux petits Ukrainiens. C'est tout. C'est toujours actuel, ton émotion. Et ça a été écrit en 1915. T'as quel âge? 13 ans. Voilà. Il y avait quelqu'un d'autre. Voilà. Tu peux apporter le micro à la personne qui lève la main. Bonjour. Déjà, je suis très intimidée parce que je dois lire vos livres depuis que je suis très jeune. Et je les ai probablement presque tous lus. Peut-être pas les derniers, parce que depuis, j'ai vieilli, j'ai lu d'autres choses, malheureusement. Mais ma question, c'est quels seraient les conseils que vous donneriez à un jeune écrivain, justement, un peu névrosé, peut-être? Soigne-toi. Oui. Alors, je ne suis pas une donneuse de conseils. Je sais que c'est fait pour ne pas être écoutée. Donc, la vérité, il n'y en a qu'une. En fait, on apprend à écrire en écrivant. C'est tout. Et la chance que tu pourrais avoir, c'est d'avoir quelqu'un qui supervise ce que tu es en train d'écrire ou qui soit le destinataire de ce que tu es en train d'écrire et qui t'en offre un retour. Ça, c'est important. Voilà. Et c'est comme ça qu'on sort de la névrose. C'est en donnant quelque chose à quelqu'un. C'est tout. Donc, ce que tu écris, tu le donnes. Tu le donnes à lire. C'est la première chose à faire. Et rien d'autre à faire que d'écrire. C'est une malédiction. Ça t'est tombé dessus. Tant pis pour toi. Trouve des gens avec qui t'entrelire. Voilà. Je vois ce que tu le repasses bien. Encore une question. Et je crois qu'à 14h, on doit dégager la piste. Bonjour. Alors moi, je vous dois un grand merci pour tout ce que j'ai entendu. Je suis très très émue de vous parler. Moi, j'ai un peu vieilli depuis que j'ai commencé à vous lire. Et j'ai aussi beaucoup
partager ces lectures avec mes enfants. Mes enfants, donc j'ai ma fille qui est là, qui est très émue aussi. Ça, c'est ce qui est le plus beau. Et du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que le mot entrelire, c'est magique. Et que la littérature jeunesse, moi j'en ai un petit peu marre qu'on parle de littérature jeunesse, c'est de la littérature de lien. Ça veut dire que quand on a lu, nous, on partage avec nos enfants et on a souvent fait ça, c'est-à-dire qu'on a beaucoup lu avec eux et vos livres particulièrement. Et ça a super bien fonctionné parce qu'on a fait 3 mordus de lecture et des enfants qui... des enfants et des parents avec des familles qui n'ont pas forcément des modèles parfaits. Je pense à Papa et Maman dans un bateau, par exemple. Je pense à plein de livres que vous nous avez fait lire, que vous avez écrits un peu exprès pour nous. Donc merci beaucoup, beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je crois qu'on est obligé de... Mais c'est très bien que le dernier mot soit pour une lectrice. Ouais, c'est magnifique. Et vraiment, merci. Est-ce que tu signes, Marie-Aude? Est-ce que on va pouvoir te retrouver sur le salon? Juste là, ils m'ont collé là. Bon. Donc, voilà. Alors, vous pouvez aller vous faire signer Merci. vos livres comme l'hôtel du pourquoi pas, avec sans mes notes et mon stylo, mais vous voyez à peu près de quoi je parle. Merci à tous Louise. pour votre attention, Merci. c'était trop sympa.